a choisi cet intitulé. Donc on avait repris vos propos, Guillaume Poupard, alors qu'en fait vous me disiez tout à l'heure que c'était pas les vôtres, c'était ceux d'Henri Verdier. Mais sur la menace d'un cyber Pearl Harbor, c'est-à-dire une série d'attaques massives sur nos OIV, les opérateurs d'importance vitale, notamment dans les transports, dans le domaine de l'électricité ou dans les télécoms, une série d'attaques massives qui pourraient faire tomber ces réseaux. Et donc créer un espèce de grand blackout. Et donc pour commencer, Guillaume Poupard, est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement quelles sont les missions, les missions de l'ANSSI en matière de cybersécurité? Donc l'ANSSI, pour ceux qui ont la chance de ne pas encore nous connaître, pour les autres je ne dis pas, c'est l'autorité nationale en termes de défense et de sécurité des systèmes d'information, ce qui en termes un peu moins techno veut dire que en interministériel, rattaché à la chaîne sécurité et défense du Premier ministre, nous traitons de l'ensemble des questions de sécurité numérique. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout seul, loin de là. Ça veut dire qu'au contraire qu'on coopère avec l'ensemble des administrations concernées, il y en a de plus en plus. Donc, je laisserai Didier en parler pour le MINARM, mais on travaille avec le ministère de l'Intérieur, on travaille avec le Quai d'Orsay, on travaille avec Bercy, on travaille avec la justice, on travaille, et puis j'en oubliais, ouais, on travaille avec tout le monde, et puis on travaille également avec les acteurs privés. Notre but, il est purement défensif, au sens où on fait de l'anticipation, on fait de la prévention, de la sensibilisation, de la détection d'attaques, de la réponse à incidents, toute cette litanie pour dire qu'on ne fait pas d'attaque et qu'on ne fait pas de renseignement. Donc c'est un modèle qui est différent de certains de nos alliés. C'est un modèle français qui a plutôt tendance à se développer aujourd'hui et qui permet surtout d'éviter les conflits d'intérêts et de vraiment développer une relation spécifique sur les questions défensives avec l'ensemble des acteurs qu'on souhaite protéger, c'est-à-dire les administrations, les opérateurs d'importance vitale, donc les acteurs les plus sensibles pour la nation, qu'ils soient publics ou privés, et puis par extension de plus en plus d'acteurs, puisque on sait très bien ces sujets-là sont très interconnectés. Et aujourd'hui, par exemple, protéger les grands opérateurs d'importance vitale, si on ne s'intéresse pas à la supply chain et aux prestataires, le résultat il est très très faible. Alors, en général, vous, par contre, vous avez des compétences en matière d'attaque. Est-ce que vous pourriez nous présenter les principales missions de la cyberdéfense ? Tout à fait. Donc, le commandement de la cyberdéfense des armées, en fait, est une structure qui est assez jeune. Elle date, en fait, depuis septembre 2017. Donc, c'est assez récent. Mais c'est, en fait, 10 ans de prise en compte et justement de la menace cyber, de cette nécessité d'être présent dans le cyberespace et de pouvoir combattre dans le cyberespace, et donc au travers d'un certain nombre de livres blancs sur la défense et la sécurité nationale qui ont identifié la menace, qui ont identifié des capacités pour pouvoir justement y faire face. Et donc le résultat aujourd'hui est cette structure de commandement de la cyberdéfense qui en fait a trois domaines de responsabilité avec 3 périmètres différents. Le premier domaine de responsabilité, c'est la sécurité des systèmes d'information, c'est cette cyberprotection. Et là, nous avons un rôle un petit peu de coordination, de gouvernance dans un périmètre qui est celui du chef d'état-major des armées. Chef d'état-major des armées, donc il y a un état-major, il y a des armées, air-terre-mer, des services. Donc là, il faut assurer la protection de ces moyens. Après, deuxième mission, qui elle est pour l'ensemble du ministère, pas uniquement pour les armées, mais pour l'ensemble du ministère, eh bien, c'est la défense. C'est la défense des réseaux et des systèmes d'information du ministère. Et là, cette défense, il faut bien voir que c'est quelque chose de dynamique. En fait, quand il se passe un événement, quand on a identifié une potentielle attaque, eh bien, on est tout à fait en mesure d'y répondre et on déploie des moyens pour répondre. Donc sur ces 2 missions, protection et défense, bien évidemment, on travaille en étroite coopération et intelligence avec l'ANSSI pour pouvoir justement s'échanger des connaissances, des éléments, des choses comme ça, quoi. Et le troisième volet qui nous démarque justement de l'ANSSI, c'est celui de l'action dans le cyberespace, de cette lutte informatique offensive militaire. Et là, donc, c'est quelque chose, en effet, qui a été exprimé au travers de livres blancs, mais pas tellement détaillé. Et récemment, donc, au mois de janvier, la ministre des Armées et le chef d'état-major des Armées sont allés un peu plus loin dans ce cadre pour décrire un petit peu les objectifs que nous souhaitons atteindre au travers de cette lutte informatique offensive militaire. Et en fait, ces objectifs, ils sont simples.
C'est exactement au même titre qu'il y a une armée de l'air, il y a une armée de terre et il y a une marine nationale avec des équipements. Eh bien, c'est être présent pour pouvoir assurer des missions qui permettent de maintenir la souveraineté de la France, de protéger les Français et d'assurer une capacité justement de libre action, de liberté d'action dans ce cyberespace. Et donc là, on met à profit les outils que nous avons, et bien justement un certain nombre de missions classiques des armées, des missions de renseignement, des missions d'entrave, voire des missions justement de perturbation de l'adversaire. Donc voilà un peu les trois types de missions, et donc ces missions très spécifiques, où là finalement ce n'est pas uniquement, j'allais dire, interne au ministère des Armées, mais en fait ce sont des capacités que l'on va offrir au niveau politique. Et donc, ça va permettre de nouvelles perspectives par rapport justement à l'action décidée par le politique avec justement ces nouvelles capacités dans le cyberespace. Alors, Fabrice Brégier, vous, chez Palantir France, vous développez des solutions logicielles pour aider les grands groupes à se saisir du big data, des données qu'ils génèrent. Vous avez comme clients des gens comme Airbus, que vous connaissez bien, mais aussi la CIA ou en France la DGSI qui a signé un contrat en 2016, je crois, des entités qui sont très sensibles. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur vos activités en France ? C'est effectivement Palantir, une entreprise qui a été créée il y a 15 ans dans la Silicon Valley et qui a investi depuis le début sur l'intégration et l'analyse de bases de données massives, hétérogènes, avec une première phase qui a été concentrée sur la protection des pays, des démocraties contre le terrorisme, contre la fraude, contre la grande criminalité. D'où cette image liée aux services de renseignement américains dans un premier temps. Il faut savoir que Palantir a développé des solutions qui permettent d'éviter des attentats terroristes au quotidien, et pas seulement aux États-Unis, sans être plus spécifique, dans de nombreux pays dans le monde. C'est l'une des applications. Mais depuis environ 5 ans, il y a effectivement un boom de la transformation digitale dans le monde économique, et les solutions de Palantir ont évolué vers des suites logicielles qui permettent d'intégrer des bases de données de très grande complexité à l'échelle d'un grand groupe, mais plus encore à l'échelle d'un écosystème, et on en parlera peut-être pour ce qui est de l'aéronautique, car il s'agit de Paris Air Forum, connecter les clients, les compagnies aériennes, les suppliers autour d'un grand maître d'œuvre comme Airbus. Et là, on comprend qu'on manipule des quantités de données incroyables, d'une complexité, d'une diversité sans aucun égal. Et c'est la grande force de Palantir, c'est d'avoir investi dans ce cœur de métier qui est, je dirais, la fondation du big data. Alors, Guillaume Poupard, pourquoi la crainte d'un cyber Pearl Harbor est-elle aussi élevée, d'après vous, aujourd'hui ? On en est où ? La crainte, c'est la crainte du risque numérique en général. Ce risque cyber, il est encore compliqué à appréhender parce qu'il est très récent, parce que tout ça va très très vite, et parce que dans la boîte cyber, on range tout et n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que tout n'est pas grave, mais fondamentalement, vous pouvez être espionné par des moyens informatiques. C'est même quelque chose d'assez dramatique, même si on en parle peu. Vous pouvez être victime de cybercriminels qui ne vont pas forcément vous voler vos données, mais qui vont les bloquer et vous proposer, en l'échange du déblocage, de payer une rançon. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années et qui se professionnalise depuis le début de l'année de manière particulièrement inquiétante. Dans le cyberespace, vous pouvez être victime d'actes de guerre, quasiment, le terme est fort, mais c'est bien ça qui est en train de se préparer, et d'actes de guerre qui ne répondent pas forcément au droit de la guerre. Ça peut être des actes de type militaire par leur ampleur, mais qui peuvent être totalement non assumés, non déclarés, mais qui peuvent avoir des effets dramatiques. Si on croit ça avec le fait que tout système numérique peut potentiellement être ciblé, et qu'aujourd'hui, du numérique, il y en a absolument partout et que ça ne va pas aller en s'arrêtant, si on croit ça avec le fait que il y a un effet systémique extrêmement fort. C'est-à-dire que, typiquement, pour les gens qui font du rançonnage, dans certains cas, entre toucher une victime et en toucher 100 000, c'est quasiment le même effort. Donc cet effet systémique, il est original. Quand on croit ça avec le fait que c'est totalement asymétrique dans les efforts, aujourd'hui avec quelques dizaines, quelques centaines de personnes dans les cas les plus avancés,
pour conduire de telles attaques, vous pouvez obtenir des effets absolument incroyables, alors que pour défendre, là, pour le coup, il faut des ressources qui soient vraiment conséquentes. Eh bien, vous combinez tous ces sujets et ça fait apparaître des scénarios qui n'existaient pas dans le passé, qui sont des scénarios... alors, le but, c'est pas de se faire peur, mais c'est bien de prendre conscience du risque, qui, sur tous les secteurs d'activité critiques, peuvent avoir un impact sur nos sociétés, sur la nation, sur notre économie absolument dramatique. Donc, vous l'avez déjà cité, ces secteurs, c'est l'énergie, ces secteurs, c'est les télécoms, ces secteurs, c'est les transports, avec à chaque fois des modes d'action ou des agents menaçants qui peuvent être différents, mais une fois encore, cet effet systémique peut faire extrêmement peur. Voilà, des coupures d'électricité, ça peut arriver. Si c'est un blackout qui dure à l'échelle d'un pays ou à l'échelle de l'Europe, évidemment, les conséquences ne sont pas les mêmes. Pour dire quelque chose de probablement incorrect ici, un avion qui se fait descendre, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Si maintenant c'est par des moyens informatiques et que c'est un effet systémique qui peut apparaître, l'effet de terreur, il est inédit. Je n'ai pas connaissance d'équivalent par des moyens classiques. Donc voilà, c'est ça notre crainte, non pas pour se faire peur et continuer à faire des séminaires ou des conférences où on se dit « oulala, ça va mal », mais bien pour prendre conscience des choses et mettre en avant le fait que se protéger, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Voilà. Donc un cyber par l'arbor, je redis, c'est pas de moi, mais je pense que l'expression, elle est bonne, c'est exactement ce que l'on veut éviter, c'est comment on évite une catastrophe dans des secteurs où on ne peut vraiment pas se le permettre. Comment est-ce qu'on met les barrières au juste niveau? Comment est-ce qu'on fait une analyse de risque au juste niveau? Comment on fait face à ces nouveaux risques de manière collectivement à éviter qu'ils se produisent? Général, est-ce qu'en France, au ministère en tout cas, on est régulièrement attaqué? Par qui? Comment ça se passe? Alors bien évidemment, nous sommes attaqués. Alors nous sommes attaqués, j'allais dire, à plusieurs titres. Nous sommes attaqués d'abord au titre simplement d'utilisateurs du numérique, un petit peu comme tout le monde finalement, parce qu'en effet, un certain nombre de cyberattaquants, de cybercriminels, mais ce qu'ils cherchent, c'est à polluer l'activité de quelqu'un et essayer d'en tirer de l'argent donc pour bloquer un certain nombre de choses et l'utilisation d'un ordinateur, des données et pouvoir se faire rembourser. Donc là, en fait, ce type d'attaques finalement qui parfois sont ciblées, parfois ne le sont pas, eh bien, on les subit aussi, quoi. Donc de la cybercriminalité qui ne cible pas spécifiquement le ministère des Armées, mais qui cible justement ceux qui sont raccordés sur l'Internet. Et nous avons un certain nombre de postes raccordés sur l'Internet ou des passerelles qui permettent à certains réseaux d'être raccordés. Donc là, ça fait partie en effet d'un certain nombre d'attaques. Et aujourd'hui, en 2018, en fait, on a identifié pratiquement 850 attaques. Et 80% de ces attaques, en fait, c'est de la cybercriminalité. Donc qui cible sans vraiment cibler le ministère des Armées, mais qui nous impacte et contre lesquels il faut se protéger. Après, il y a d'autres attaques où là, c'est plus en effet le ministère des Armées qui est ciblé en tant que tel, avec des motivations très diverses. Ça peut être le jeune qui se lance un défi ou par un petit peu idéologie à l'encontre de certaines institutions, y compris peut-être ce que peut représenter le ministère des Armées, un esprit un petit peu frondeur, ou par rapport à une idéologie, ou justement des groupes plus structurés qui se disent « tiens, je pourrais peut-être monnayer le fait d'avoir trouvé des accès sur certains réseaux du ministère des Armées », voire carrément en effet des États qui, en direct ou s'appuyant sur des groupes structurés, vont essayer de voir un petit peu quelle est notre résistance, quelle est notre capacité dans le cyberespace et espérer trouver un certain nombre de portes et de failles qui, un jour, pourraient leur servir. En fait. Donc on est attaqué, donc parfois volontairement, parfois involontairement. Et sur le nombre que je citais, grosso modo, on peut considérer qu'on a véritablement une centaine d'attaques qui sont vraiment ciblées contre le ministère des Armées, sur les 850, une centaine d'attaques. Et sur cette centaine, on en a une dizaine où on sent véritablement que les modes d'action qui sont utilisés, ce sont des groupes structurés, des APT, on va dire, en fait, et que derrière, justement, un certain nombre d'experts du domaine rattachent ces groupes à un certain nombre d'États ou d'entités rattachées à des États, quoi. Donc ça, bien évidemment, nous le savons, nous caractérisons ces attaques. En revanche, après, ce qu'on appelle l'attribution, c'est-à-dire dire, tiens, c'est tel attaquant de tel groupe et éventuellement de tel pays, de tel État, ça c'est une décision politique.
Et donc là, ce n'est pas le commandement de la cyberdéfense qui communique dessus, qui apporte des éléments, mais il fait remonter ces éléments au niveau justement du politique. Et récemment, donc en début d'année, la ministre des Armées a donc donné un exemple d'une attaque donc, sur des adresses de messagerie sur Internet, donc, qui sont utilisées pour traiter des informations classiques non protégées, non classifiées de défense, mais qui, mises bout à bout avec une volonté, peuvent donner quelques orientations. Et là, en l'occurrence, finalement, on a vu que certaines adresses qui étaient ciblées étaient liées un petit peu à la manœuvre maritime, et notamment pour du ravitaillement en pétrole sur certains endroits. Et le mode d'action, justement, qui a été identifié, on a pu le caractériser. Alors là, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. Justement, on a un certain nombre de partenaires, et l'ANSSI est un partenaire particulièrement privilégié. On échange avec lui sur la connaissance des modes d'action. Est-ce que l'ANSSI a eu des éléments? Oui, non, on corrobore, donc on travaille ensemble. Et à la fin, justement, là, en l'occurrence, le mode d'action qui a été identifié est un mode d'action caractéristique, justement, d'un groupe Turla. En fait. Voilà. Donc, il y a des attaques. On sait manifestement en effet que derrière, il peut y avoir des États. Et donc, on se met en perspective, en fait, en position pour pouvoir le faire. On a une posture permanente de cyberdéfense qui nous permet justement en H24 d'être capable de voir ce qui se passe et éventuellement, s'il y a besoin, de réagir à ces attaques. D'accord. Fabrice Brégier, il y a des groupes stratégiques et des OIV qui font appel au service de Palantir. Alors ça pose aussi parfois des questions de souveraineté numérique. Des politiques notamment avaient évoqué ces derniers mois le risque de fuite de données de ces grands groupes, par exemple vers la CIA qui a participé au tout premier tour de table de Palantir historiquement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Et puis comment est-ce que finalement vous intégrez la notion de la dimension de sécurité des données dans les solutions logicielles quand vous les intégrez à ces grands groupes? Tout d'abord, lorsqu'on parle de sécurité de données, de systèmes d'information, c'est l'ensemble de la chaîne qui compte. Donc c'est l'architecture, le stockage, les solutions de cyber et les solutions internes déployées. Ensuite, pour ce qui concerne Palantir, je pense que Palantir est en pointe pour la protection de la donnée, la sécurisation de la donnée, la gouvernance de la donnée par le client lui-même. Pourquoi? Parce que ça a été à l'origine, dans les années 2000, une exigence très forte des services de renseignement. Vous imaginez bien qu'un enquêteur A n'a pas accès aux mêmes données que l'enquêteur B ou que le chef des deux enquêteurs. Donc cette traçabilité a été un des points très très forts qui a permis, dans des grands groupes, de mettre en place une gouvernance très performante. On sait qui fait quoi, on sait qui a accès à quoi, on sait tracer la donnée, et la plupart des problèmes peuvent intervenir sur un système comme celui de Palantir à ce niveau-là, lorsque ça a été fait, je dirais, un peu sur le mode pilote et pas de façon particulièrement professionnelle. Au-delà, moi j'entends ce que vous dites qui commence à dater un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que fin 2015, en France, il y a eu des événements dramatiques et que l'État a réagi pour essayer d'avoir une solution qui marche, disponible immédiatement. Il n'y en avait qu'une. Il n'y en avait qu'une, c'était celle de Palantir. Et ça n'a pas plu à un certain nombre d'acteurs qui, à juste titre, ont considéré que l'on touche le domaine de la souveraineté et que si on a une solution française, peut-être vaut-il mieux la déployer. Il n'y en avait pas. Et je pense qu'il y a une faute morale qui est de faire croire que Palantir, ayant eu des liens avec des agences de renseignement américaines, pouvait de ce fait espionner le client français. C'est une faute morale qui n'est basée sur aucun fondement. Faute morale parce que quand on veut protéger son peuple contre des séries d'attentats, on choisit ce qu'il y a de meilleur. Alors, quand on a regardé dans le détail, et je sais que des experts extérieurs l'ont fait, ce que fait Palantir, Palantir, c'est l'anti-GAFA. Palantir, c'est celui qui ne récupère pas les données chez lui sur un serveur aux États-Unis. Les données sont intégrées, sont nettoyées, sont préparées pour l'analyse par le client lui-même sur sa solution de portage. Ça peut être le cloud lorsqu'il s'agit d'un groupe industriel généralement, mais quand il s'agit d'un service de renseignement, c'est sur son système interne crypté pour lequel les ingénieurs de Palantir n'ont pas accès. Ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, c'est que lorsque l'on dépêche nos équipes en soutien pour faire tourner notre plateforme logicielle chez de tels clients, eh bien, vous pensez bien que ces équipes sont de la nationalité du client. Ces équipes sont validées, vérifiées, certifiées, habilitées au plus haut niveau de sécurité. Et c'est une démarche tout à fait logique, et je dirais au même titre que si c'était un groupe français qui devait se déployer. Donc les solutions de Palantir sont d'une très grande robustesse. Elles le sont d'ailleurs pour les applicatifs liés à la protection des données personnelles. On critique beaucoup l'Europe, ça m'arrive aussi, malgré ma carrière très européenne. Mais en l'occurrence, le RGPD, donc le règlement qui permet de gérer les données personnelles et d'en assurer une certaine protection, est une avancée considérable de l'Europe, qui est d'ailleurs maintenant copiée dans beaucoup d'autres pays. Et par design, eh bien, les solutions logicielles de Palantir permettent aux clients d'être irréprochables vis-à-vis de son application. Donc c'est tout l'inverse. C'est parce qu'on a travaillé sur des activités sécuritaires qu'on sait protéger la data du client. Mais on est très très loin des enjeux que mes deux collègues viennent d'évoquer. La cyber, les attaques. Moi, dans ma vie professionnelle précédente, je n'avais pas Palantir. Pendant de très nombreuses années, j'ai fait 25 ans dans l'aéronautique. Il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de virus, et ils sont de plus en plus terribles. Et les points de faiblesse, c'est paradoxalement pour l'instant pas des solutions digitales intégrées comme Palantir sur le cloud, qui est relativement sécurisé, qui peuvent poser d'autres problèmes, mais qui est relativement sécurisé. C'est avant tout les systèmes d'information internes des entreprises, avec les connexions à travers des filiales qui sont moins protégées, mais qui permettent des intrusions, ou des sous-traitants. Et moi, c'est ce que j'ai vu là. C'est là le problème de faiblesse. Donc, au contraire, je pense que nous permettons d'améliorer très considérablement la protection des données des clients et surtout de leur redonner la main, de ne pas être obligé de passer par des tiers. Car l'intégration de données, c'est bien techniquement. Ce qui compte, c'est de voir que ça permet de résoudre des enjeux de business ou de marché. Et pour ça, il faut pouvoir effectivement contrôler cette intégration de données au sein de son organisation, au sein de son entreprise. Alors Guillaume Poupard, à ce sujet, faut quand même qu'on vous pose la question, parce que vous avez déclaré lors d'une audition à l'Assemblée nationale l'année dernière que votre agence déconseillait, donc c'était dans le cadre du contrat de Palantir avec la DGSI, déconseillait plutôt Palantir, et je vous cite, vous disiez qu'il fallait notamment possiblement déconnecter les logiciels de Palantir qui permettent d'effectuer des recherches dans les données, car il est hors de question que l'éditeur de Palantir ait accès aux données opérationnelles traitées par le logiciel. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel risque vous redoutiez quand vous avez eu ces propos? Bon. Je vais aller aux toilettes. Reste un peu. Face à deux parlementaires, on ne peut pas mentir. Ici, je peux raconter n'importe quoi, c'est l'avantage. Je ne vais pas le faire pour autant. Le gros problème, le gros danger, c'est d'organiser des combats de boxe. Palantir ou pas Palantir. J'anticipe probablement Huawei ou pas Huawei. Et Google ou pas Google. Et puis on peut comme ça citer plein de choses. Dans mon rôle de DG de l'ANSSI, là où je suis intraitable, c'est sur le fait que tous ceux qui envisagent l'emploi de ces solutions numériques, et il faut le faire, et évidemment, il y a des enjeux de business, des enjeux même de sécurité parfois et tout ça, ces gens-là doivent maîtriser leurs architectures. Ils doivent concevoir leur architecture en termes de sécurité. Et faire de la sécurité, concevoir des architectures sécurisées, c'est pas choisir un tel ou un tel. Désolé. Quand bien même le un tel, il serait formidablement français, souverain, habilité, tout ce que l'on veut. On peut faire n'importe quoi avec de très bonnes solutions, on peut faire n'importe quoi avec de très mauvaises solutions. Ce qu'il faut impérativement, c'est maîtriser ces architectures. Ça passe par là. Et une étape essentielle qui est parfois oubliée, c'est toute cette étape d'analyse de risque. Donc il faut concevoir cette architecture en tenant compte des questions de sécurité des données et au-delà de ça, de la sécurité des réseaux. Et ça impose des contraintes. Bon. Dans les cas qui ont été cités, cette analyse, elle a été faite. Donc, contrairement à ce que je peux lire parfois, ce n'est pas une bataille perdue sous le fait d'une pression liée à l'actualité de 2015. C'est bien une analyse de risque qui a été faite et qui a abouti à des choix. Voilà. Donc, dans mon strict rôle de GNATSI, c'est ça l'enjeu. Après, si on va au-delà, et là je sors de mon rôle, mais je vais quand même le dire,
je reste persuadé à titre personnel que les leaders de demain, qui soient d'ailleurs à l'échelle d'État ou à l'échelle d'entreprises, de grandes entreprises, ce seront ceux qui auront les données et qui seront capables de les traiter. Donc, avoir les données, ça veut dire les générer, ça veut dire, voilà, vous connaissez ça par cœur, et être capable de les traiter, ça veut dire probablement s'interroger sur les questions de dépendance technologique. Et moi, je pense qu'à l'échelle française, ou plus précisément, même plus raisonnablement à l'échelle européenne, il y a des questions d'autonomie stratégique qui font que certains savoir-faire, certaines technologies doivent être développées en Europe, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec des entreprises américaines, avec des entreprises israéliennes, avec peut-être des entreprises chinoises même probablement, mais qu'il y a des domaines dans lesquels il ne faut pas juste être des consommateurs. Mais une fois encore, s'en prendre à ceux qui font, et qui font probablement très bien, ce n'est pas ça la solution. L'idée, c'est bien, avant tout, une analyse de risque, donc être sérieux en termes de sécurité, et ensuite se poser la question de est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, mais je sors de mon champ, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt d'avoir des concurrents, des solutions alternatives capables de faire aussi bien. Et quand je dis ça, c'est incantatoire, évidemment. Général, dans le monde de la cyberdéfense, est-ce que on a des États, est-ce qu'il y a des États qui sont plus à risque que d'autres? Est-ce qu'il y a des États alliés? Est-ce que ça dépend peut-être de certains momentum? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quel est le paysage? Alors je vais pouvoir vous en dire un peu plus, mais pas forcément désigner, comme je le disais tout à l'heure, c'est difficile de désigner tel ou tel acteur, mais on sait, et là on a tous en tête un certain nombre de noms d'États qui testent beaucoup de choses justement dans le cyberespace au travers de l'Internet pour diverses raisons, pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, pour des raisons de puissance, de redevenir une puissance. On voit aussi justement cet effet un petit peu d'irrégularité de l'emploi justement de moyens cyber, d'armes cyber, jusqu'alors des États qui étaient construits avec une industrie de défense, avec des capacités aériennes, terrestres, maritimes fortes, eh bien, ils assuraient une puissance. Et voilà, on avait un certain nombre d'États dans le monde qui étaient là, qui étaient identifiés par rapport à ça. Et grâce ou à cause du cyberespace et des armes cyber et des possibilités ouvertes, on a potentiellement un déséquilibre, c'est-à-dire que certains qui ont mis beaucoup d'argent, mais finalement par rapport à la construction d'un avion, d'un char ou d'un bateau, eh bien finalement c'est quand même peu d'argent en fait. Alors après certes il faut des compétences pointues, mais il faut surtout un état d'esprit et finalement une petite équipe d'une dizaine de personnes très bien formées dans le domaine informatique, et bien finalement ils peuvent produire beaucoup d'effets. Et donc, ça peut déséquilibrer finalement ces grands équilibres qui avaient été faits jusqu'alors. Et aujourd'hui, il faut que l'on intègre cela. Et notre démarche, nos réflexions justement un petit peu dans le cadre de doctrine, en fait, de l'apport de la cyber et comment s'en protéger. On réfléchit aussi à ce qu'on appelle des guerres hybrides. Et donc, on a un certain nombre d'exemples justement de guerres hybrides. Hein. Donc là, je reprends des propos d'un certain nombre d'articles de presse qui ont décrit justement cette confrontation entre la Russie et l'Ukraine, où justement l'Ukraine s'est plainte d'un certain nombre d'actions avec un mélange de forces conventionnelles, de forces non conventionnelles et aussi de moyens justement cyber, à la fois à l'encontre de systèmes étatiques ukrainiens, mais aussi à l'encontre des individus eux-mêmes, avec des menaces par SMS sur leur famille, sur d'autres choses comme ça. Donc tout ça, c'est des éléments qui ont été diffusés dans la presse, qui ont été rapportés. Hein. Donc vrai ou pas vrai, chacun fera son idée. Mais en tout cas, aujourd'hui, on voit bien que des États ou des groupes, hein, comme aujourd'hui justement des groupes terroristes, veulent utiliser et s'essayent à utiliser le cyberespace, des armes cyber, ou ne serait-ce que les réseaux sociaux, justement, pour faire de la propagande, toute cette ramification, toutes ces possibilités qui existent, avec un contrôle peut-être moindre que dans d'autres espaces de communication, dans d'autres médias plus traditionnels. Donc tout ça, ce sont des éléments que l'on doit intégrer, nous, en tant que militaires, enfin ministère des Armées, parce qu'on se doit de connaître l'environnement, on se doit de connaître justement cette géopolitique, et en particulier donc cette géopolitique du cyberespace, pour voir un moment ou un autre qui pourrait, un État constitué, qui veut imposer ou réimposer sa puissance par rapport à d'autres, des groupes avec des motivations qui peuvent être très extrêmes, et on a vu justement le cas de Daesh en fait, ou d'autres, qui vont utiliser le maximum de moyens possibles, et donc notamment ces moyens associés au cyber qui sont finalement
peu coûteux et où on peut avoir accès relativement facilement à des armes, alors peut-être pas avec le mode d'emploi, peut-être avec des effets de bord dramatiques, mais ça limite, ils s'en fichent, et notamment ceux justement qui veulent créer la terreur, eh bien plus il y a d'effets, plus il y a d'impact, et mieux c'est, quoi. Donc nous, on se doit justement, dans nos missions justement régaliennes du ministère des Armées, d'intégrer l'ensemble de ces données, de ces possibilités. Et là, c'est pareil, je le redis à nouveau, on n'est pas seul, bien évidemment, et on bâtit ce réseau de confiance dans lequel on échange avec, évidemment, l'ANSSI, qui est notre partenaire privilégié, qui nous donne des informations, à qui on donne des informations, et on échange beaucoup. Et on est, j'allais dire, une dream team, hein. Vous savez tous, le succès qu'on a eu dans le cadre de l'exercice Lotshield il n'y a pas longtemps, c'est la deuxième année qu'on arrive Première Nation. Donc ça, c'est une preuve, justement, de l'efficacité de ce partenariat, même si on a chacun, comme on l'a vu, son périmètre. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses que l'on doit intégrer, et aussi des partenaires avec d'autres pays, notamment des alliés traditionnels, hein, dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre de l'OTAN, dans le cadre de partenariats bilatéraux, où là, on a des alliés de confiance avec lesquels on travaille. Mais souvent, et je pense que c'est un peu pareil dans toutes les entités, hein, que ce soit dans le privé, dans le public, les administrations, on dit souvent la confiance n'exclut pas le contrôle. Et il est vrai qu'avec ses partenaires, à un moment ou à un autre, on regarde quand même savoir si tout se passe bien, si la confiance en effet est bien solide, si c'est un partenariat équilibré. Ça, c'est important aussi, en fait, que ce soit des partenariats équilibrés, ou en tout cas que chacun y trouve son compte. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants. Donc oui, aujourd'hui, on sait qu'il y a des États qui utilisent le cyberespace et aussi un certain nombre de groupes. Et donc, il faut absolument, en effet, qu'on s'en prémunisse. Fabrice Brégier, comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à développer, on peut développer une solution souveraine et sécurisée, utilisable par les entreprises ou d'autres acteurs sensibles, mais qui mêle des briques technologiques qui sont très différentes, que ce soit du hardware, soit du software, des logiciels de big data, des équipements télécoms, et qui sont finalement de différentes nationalités. C'est très complexe. Comment est-ce qu'on fait ? Je pense que c'est la solution et la seule solution, parce qu'on n'est pas en avance sur le reste du monde. Il faut être réaliste. Et si on dit, puisque c'est souverain, et je partage complètement cette vision, il faut que toutes les briques soient françaises, on risque d'être un peu déçu. Par ailleurs, Airbus ne pourrait pas faire voler un seul de ses avions, puisque les moteurs de l'A330 et de l'A350 ne sont pas français. Et sur l'A320, Airbus pourrait bénéficier d'un demi-moteur, ce qui est assez insuffisant. C'est la part de Safran dans le consortium avec GE, qui, à mon avis, est plutôt américain. Donc, il faut savoir s'approprier les technologies les meilleures et les intégrer dans un système. Guillaume a mentionné un point fondamental, l'architecture. Airbus, c'est un architecte des avions. Et finalement, que le moteur, en finale, soit pas 100% français, bien sûr qu'on préférerait qu'il le soit. Mais ce n'est pas très important. Et inversement, Safran vend beaucoup aux concurrents Boeing, puisque Safran est arrivé à un niveau d'excellence dans son domaine. C'est ce qu'il faut arriver à faire. Alors, l'architecture, je pense, est essentielle. La cybersécurité est essentielle. Il y a une question à se poser sur un cloud souverain pour un certain nombre d'applications, pas pour tout. Les clouds Microsoft ou Amazon, et il y en aura d'autres, sont de très bonne qualité de sécurisation, mais pour certaines applications, il faut réfléchir de façon plus systématique à un cloud souverain d'ampleur. Et puis, moi, qu'est-ce que je peux apporter ? Si je rejoins Palantir, c'est à la fois parce que j'ai vu la performance incroyable de leur solution sur un cas applicatif d'une grande complexité, mais c'est aussi parce que j'ai carte blanche pour faire que Palantir France, à partir de technologies américaines et qui sont de plus en plus internationales, car on aura des développeurs français sur les logiciels de Palantir, eh bien, s'inscrivent dans la durée comme un acteur de la French Tech, et soit capable, avec ses ingénieurs français, avec ses partenaires économiques et industriels français, d'apporter des briques qui sont déjà sécurisées d'un point de vue technologique, mais qui le seront encore plus dans un contexte de partenariat avec d'autres acteurs français. Voilà, je pense que c'est ça qui peut être fait. Mais de toute façon, même si on considérait à terme qu'il y aurait un acteur français aussi performant que Palantir,
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Chaque entreprise peut investir sur ses fonds propres pour y arriver. C'est ce qu'a fait Palantir. Soyons concrets, soyons pragmatiques. Pourquoi faut-il attendre alors qu'il y a des solutions existantes maintenant qui sont ouvertes et qui pourront éventuellement être remplacées par d'autres dans 3, 4, 5 ans? La France est globalement en retard dans sa transformation digitale. Je ne parle pas du monde des entreprises. On parle beaucoup de grands plans de transformation numérique. Mettons-les en œuvre avec les meilleurs et avec une vision qui se place au niveau de tests regardant l'architecture, la cohérence, la protection des données, qui est essentielle et qui doit être faite par des instances totalement indépendantes. Guillaume Poupard, aujourd'hui, il y a des craintes de certains services de renseignement à l'égard de Huawei, vous l'évoquiez tout à l'heure. Certains redoutent que les infrastructures, les équipements télécoms pour la téléphonie mobile de Huawei soient détournés en fait de leur fonction initiale et soient utilisés via des backdoors pour récupérer des renseignements ou alors pour faire tout simplement tomber les réseaux. Il y a une loi Huawei qu'on ne doit pas appeler loi Huawei, j'ai bien compris, loi sur la sécurisation des réseaux télécoms qui est en train d'être discutée, qui a été validée à l'Assemblée nationale et qui va arriver bientôt au Sénat. Les pouvoirs de l'ANSSI vont être étendus normalement si la loi passe. Quelles sont vos craintes à l'égard de Huawei et est-ce que la nationalité chinoise de Huawei pose problème ou pas? Il y a plein de petites choses à corriger. Dites-moi. D'abord, ça aura échappé à personne qu'on est dans un contexte de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine sans précédent dans la période récente. Et que Huawei se retrouve au milieu de ce champ de bataille. Moi, quelque part, ma posture, c'est quand même de dire que ce n'est pas notre guerre et qu'il faut éviter à tout prix de se faire polluer par ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, mais ça va rejoindre ce qu'on a déjà un petit peu dit, moi, les solutions en moins de 140 caractères pour faire de la cybersécurité, j'en connais pas. Et si sécuriser un réseau télécom, ça revient à dire je prends du Huawei ou je n'en prends pas, on fait totalement fausse route. Donc c'est pas ça, sécuriser un réseau télécom. Troisième point, on a un enjeu de souveraineté nationale qui se pose avec la 5G, qui ne se posait pas dans les mêmes termes avec les générations précédentes de téléphonie, pour une simple raison, c'est que la 5G, ce n'est pas de la téléphonie. La 5G, c'est un réseau radio, c'est un réseau qui va permettre de connecter énormément de choses, à commencer par des équipements industriels. Et donc, les problématiques d'espionnage qui existent depuis l'origine des réseaux télécoms, et on peut remonter probablement plusieurs siècles en arrière, restent d'actualité, mais ni plus ni moins qu'aujourd'hui et qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. Ce qui est totalement nouveau, c'est le risque de résilience. C'est-à-dire que ce réseau 5G, pas dans quelques mois quand il va être lancé, mais fondamentalement dans 4-5 ans, quand les normes seront en place, quand les usages seront en place, ce réseau 5G, il faudra qu'il fonctionne. Parce que la simple extinction de ce réseau, ce qui au passage ne porte absolument pas atteinte au secret des communications, l'extinction du réseau aura des conséquences économiques et surtout des conséquences de sécurité absolument monstrueuses. C'est pour ça, aujourd'hui, que nous, on réagit, et que tout le monde réagit un petit peu d'ailleurs, sur ces questions-là. La grande chance que l'on a en France, c'est de pouvoir s'appuyer sur le fait que, depuis toujours, on est très vigilant sur la sécurité de ces réseaux d'opérateurs qui sont considérés comme des opérateurs d'importance vitale, depuis l'origine. Depuis toujours, le Premier ministre, et donc son bras armé, qui est l'ANSSI dans ce domaine-là, travaille étroitement avec les opérateurs et les équipementiers pour faire en sorte que nos réseaux soient d'un bon niveau de sécurité. Je ne dis pas d'une sécurité absolue, ça n'existe pas, mais d'un bon niveau de sécurité sur la base d'une vraie analyse de risque. Donc ils nous connaissent bien, on les connaît bien aussi, et ça positionne la France dans une situation un peu particulière par rapport à beaucoup d'autres pays européens, pour ne pas dire tous. La dernière chose que je voulais dire à ce sujet-là, avec l'arrivée de la 5G, nos dispositifs actuels qui reposent sur la protection du secret des communications électroniques arrivent un peu aux limites. Et donc finalement, cette loi qui est actuellement en discussion au Sénat, après avoir été votée à l'Assemblée en première lecture, cette loi, elle est là pour permettre à l'État de garder un droit de regard sur le choix des équipements, en gros des antennes, pour dire ça de manière très incorrecte techniquement, en gros des équipements qui font le lien entre le cœur de réseau et la radio, en se basant sur une base juridique liée à la souveraineté nationale et à la sécurité nationale. Alors qu'aujourd'hui, notre base légale, c'est une base sur la protection du secret des communications, qui est insuffisant pour traiter des questions de résilience.
Fondamentalement, quand il y a 2 automates dans une entreprise qui communiquent via la 5G, le secret des communications, bon, on va trouver des cas où ça a un sens, mais la plupart du temps, ça n'en a pas. Par contre, il faut que ça fonctionne. Donc on en est exactement là. Et cette loi, j'espère bien évidemment qu'elle va passer, ce n'est pas une loi pour dire tout le monde il est gentil sauf Huawei qui n'aura pas d'autorisation, c'est une loi qui va nous permettre de continuer à garder un droit de regard très fort, peut-être trop fort au goût de certains, bref, de garder une implication de l'État pour s'assurer que dans la durée, les réseaux d'opérateurs vont bien rester des réseaux de confiance et vont nous permettre le bouleversement, un des nombreux bouleversements qui vont arriver grâce à la 5G. Général, je vais vous demander quels sont vos liens en fait avec la société civile, avec quelles entreprises vous travaillez pour développer vos outils et mener parfois vos opérations, et est-ce que la nationalité de l'entreprise importe? Comment? Alors nous avons de nombreux contacts en effet avec le tissu industriel au sens large pour de multiples raisons. La première évidemment c'est celle de parce que ce tissu industriel, alors des grands groupes, des PME, voire des startups, en fait, c'est eux qui vont nous fournir les équipements dont nous avons besoin, équipements matériels, ou qui vont développer les logiciels dont on a besoin. Et aujourd'hui, en fait, on voit bien que les systèmes, en fait, sont de plus en plus intégrés. On n'est plus dans un processus, un gros industriel va développer pendant 10 ans une solution, 5 ans, 10 ans et nous la livrer, on va l'utiliser pendant 20 ans. On est beaucoup plus sur un rythme et avec le numérique, voilà, un tempo beaucoup plus rapide et donc une imbrication beaucoup plus forte entre ces industriels, quelle que soit leur taille, et nos systèmes, nos réseaux qui nous permettent à la fois de fonctionner pour le ministère, mais en particulier dans le domaine justement de la cyberdéfense, de pouvoir agir, réagir, gérer des événements, gérer des crises cyber. Et donc, bien évidemment, derrière, en fonction du type d'équipement, du type de logiciel, on va se poser des questions, et ce qui est un petit peu abordé notamment par Guillaume Poupart, de souveraineté, de niveau de risque, jusqu'où on peut aller par rapport à cet équipement, jusqu'où on peut aller par rapport à ce logiciel. Et là, évidemment, à un moment ou à un autre, il y a des arbitrages qui se font et qui disent, cette solution, ce système, il est très performant, mais parce qu'il est employé dans une mission particulièrement souveraine, je ne peux pas l'utiliser. En revanche, pour d'autres possibilités, là, il n'y a pas de difficulté particulière. Je vais gérer mon risque par rapport à tout ça. Donc, en fait, à la fois, bien évidemment, pour un certain nombre de prestations, on va se retourner vers les grands groupes traditionnels de l'industrie de défense, mais on va essayer aussi d'intégrer donc de plus en plus maintenant des startups, donc de les faire travailler ensemble, parce que souvent les startups, c'est elles qui vont proposer de nouveaux algorithmes, de nouvelles manières de voir, qui sont très agiles avec tout ce qui est numérique, de nouveaux usages. Et aujourd'hui, le ministère des Armées, il y a deux volets. Il y a évidemment les opérations, c'est le cœur du métier, mais il y a aussi, comme toute administration, un fonctionnement de tous les jours. Et là, il y a de nouveaux usages, il y a plein de choses. Certains voudraient, avec leur smartphone, commander une nouvelle veste, prendre un rendez-vous chez le coiffeur, et ainsi de suite. Donc, il y a toute une vie au quotidien qui doit être intégrée. Et là, aujourd'hui, évidemment, on ne va pas demander à un industriel de la défense de développer pendant 5 ans des solutions. Donc, voilà, on essaie de gagner en agilité. On travaille beaucoup, évidemment, avec la Direction générale de l'armement qui fait ce relais. Mais de plus en plus, notamment pour que notre besoin soit bien compris, on peut avoir des liens directs en fait, où on fonctionne à 3 pour pouvoir aller plus vite, faire du développement opérationnel. Donc voilà, les industriels sont au cœur de nos systèmes et viennent travailler avec nous pour développer cela sur des plateformes communes. Et là, je donnerais en fait, par rapport à ces plateformes communes, il y a 2 points. Le premier point, c'est que évidemment, pour nous, ça peut représenter un risque. En fait, l'industriel est au cœur de nos systèmes ou contribue à la maintenance de ces systèmes parce qu'on va faire de la maintenance prédictive, parce qu'on va faire autre chose. Et là, on l'a dit tout à l'heure, en fait, on est tous en train de monter en niveau de protection. Et l'attaquant, il va attaquer là où c'est le plus fragile. Et donc, il va chercher dans toute la chaîne de sous-traitance, la supply chain, là où il pourrait attaquer. Donc aujourd'hui, le ministère de la Défense, en liaison avec la DGA et bien évidemment aussi en liaison avec l'ANSSI, on travaille avec les industriels pour définir une convention dans le cadre de la gestion d'incidents cyber. On n'est pas dans le domaine classique, traditionnel, justement, du périmètre de responsabilité de l'ANSSI sur les OIV. Nous, on est vraiment sur s'il se passe un incident
au cœur d'un industriel de la Défense et que cet incident peut avoir très directement un impact sur les réseaux, sur l'activité du ministère de la Défense, il faut que nous, on soit en mesure de réagir. Donc justement, voilà, on est en train de travailler là-dessus. Donc ça, c'est une imbrication forte et qui fait que nous, finalement, on va avoir cette visibilité sur la défense de bout en bout jusque dans la supply chain de l'industriel. Et puis après, un autre volet aussi, c'est qu'un certain nombre d'industriels, et notamment de start-up, elles ont besoin, pour développer des algorithmes, d'avoir des données. Et aujourd'hui, ces données, évidemment, on dit, attendez, données souveraines, ministère des Armées, vous n'y avez pas accès. Donc on est en train de réfléchir pour faire un data lake, en fait, sensible, mais donc par rapport à des entreprises qui auraient le niveau d'habilitation qui va bien, pour leur mettre à disposition, justement, dans le cadre d'un environnement sécurisé, contrôlé, pour qu'elles puissent travailler sur ces données, justement, et pouvoir donc tester donc, in vivo, j'allais dire, enfin quasi in vivo, sur nos données opérationnelles, mais démarquées, pour pouvoir avancer tous ensemble, quoi. Donc ça, véritablement, aujourd'hui, on a ces partenariats de plus en plus étroits, de plus en plus forts avec le monde de l'industrie, quelles que soient les tailles des entreprises. Et puis après aussi, évidemment, avec le monde civil, on travaille beaucoup avec le domaine académique, en fait, parce que tout ce qui est aussi laboratoire de recherche, formation, où là, on a vraiment besoin de travailler tous ensemble, parce que personne n'a la totalité de la picture, et en travaillant ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Et dernier point, on travaille aussi beaucoup avec des réservistes. On a des réservistes opérationnels, donc qui travaillent en uniforme, mais aussi des réservistes citoyens qui vont nous apporter une compétence, une connaissance d'un domaine. Et aujourd'hui, on vient de terminer en fait une expérimentation qui a été un succès de Bug Bounty. Et on a demandé donc à des réservistes opérationnels, donc des personnes qui travaillent dans des entreprises ou dans des administrations civiles, qui sont venus justement, ont été sélectionnés et ont été retenus pour travailler et tester des vulnérabilités sur des sites internet de la défense pour pouvoir justement nous aider à consolider justement ces sites, à identifier de nouvelles vulnérabilités potentielles. Et cet effet Bug Bounty, justement, ça permet d'avoir une diversité des profils. Et puis, bien évidemment, c'était un grand plaisir pour ceux qui ont été retenus. Imaginez officiellement pouvoir attaquer le ministère des Armées et essayer de trouver des vulnérabilités. C'est fantastique, en fait. Donc, ils ont beaucoup travaillé dessus. Cette expérimentation Bug Bounty avait été annoncée par le ministère des Armées en début d'année. Et là, donc, on a terminé cette expérimentation. C'est un succès, donc on va l'élargir. Voilà, donc des exemples de partenariat avec le monde civil. Fabrice Brégier, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la nature de votre collaboration avec Airbus? Qu'est-ce que vous faites avec eux? Et surtout, comment est-ce que vous faites pour sécuriser leurs données? Ça serait une question à poser à Airbus, mais ce qu'Airbus fait avec Palantir, c'est plutôt dans ce sens-là. Nous, on apporte des solutions techniques qui permettent, sur la plateforme Skywise, je vous incite à regarder ça de près, de connecter Airbus à, en fin d'année, une centaine de compagnies aériennes, donc on doit être autour de 6000 avions, et à sa chaîne de fournisseurs. Alors pourquoi on le fait? Ce n'est pas juste une prouesse technologique. C'est pour permettre, par exemple, d'offrir des services digitaux aux compagnies aériennes, d'aller progressivement vers une maintenance seulement programmée des avions. Les avions sont très fiables, ça veut dire à 99,5-7%, donc pas à 100%, et ça a beaucoup de valeur. C'est être capable d'anticiper les problèmes, d'améliorer en continu, en rebouclant avec l'engineering, la performance des avions et de préparer les nouvelles générations. C'est d'avoir une fluidité avec la supply chain, anticiper les commandes, les modifications, la gestion de configuration, les problèmes de ces sous-traitants, et de faire en sorte que ce qui est un problème majeur, c'est-à-dire le management de cette supply chain lorsqu'elle est complexe, devienne beaucoup plus simple à résoudre. Et de ce fait, on améliore la qualité des avions, leur cycle de production. Donc c'est un peu tout ça. Et la partie de sécurité, je crois qu'on l'a vraiment couverte. En fait, vous imaginez que connecter 100 compagnies aériennes dans le monde, c'est répondre 100 fois à cette question, évidemment. C'est aussi leur montrer que les données pourront être partagés par Airbus s'ils le souhaitent, mais si ce sont des avions Boeing, ils ont leur espace pour mettre les données Boeing, qui évidemment ne sont pas accessibles à Airbus, et l'autre compagnie aérienne raisonnera de la même façon. Donc c'est des points qui sont des points forts, je le répète, de la solution Palantir.
Cette solution permet cet accès différencié, permet de tracer qui récupère de la donnée. On commence par là, c'est-à-dire que nous, on sécurise notre cœur de métier pour le client. Et puis le reste, eh bien, c'est le choix d'AWS pour la solution de cloud, par exemple, qui fait que là, c'est Airbus qui a décidé et qui a convaincu ses différents partenaires. Je crois que c'est un écosystème de taille mondiale unique. Je n'en connais pas d'autres. Je parle de B2B, hein, pas évidemment de B2C à la Google ou à la Facebook, qui, comme vous le savez, ne sont quand même pas terriblement bien sécurisés. Guillaume Poupard, le secteur de l'aérien, comment est-ce que déjà vous constatez beaucoup d'attaques visant ce secteur-là en particulier, et comment est-ce que vous faites pour sécuriser ce secteur critique? Le secteur aérien, il a un avantage majeur, c'est que les notions de sécurité, qu'il a parfois fallu adapter, mais les notions de sécurité, de sûreté, de safety, tout ça, bon, les termes ont un sens, faut faire attention, mais ça fait partie de l'ADN. Et fondamentalement, depuis toujours, le secteur aérien pense sécurité. Ce qui donne un énorme avantage par rapport à d'autres secteurs, soit dit en passant, où on sort d'un monde de bisounours, où le simple fait qu'il y ait des attaquants, c'est nouveau. Et pourtant, ce sont des secteurs critiques. On peut penser à certains domaines industriels, par exemple, où une fois qu'on a mis un rang de barbelés et éventuellement quelques chiens et quelques crocodiles, on est protégé. Dans l'aérien, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est évident. Donc ça, c'est le premier point. Après, ça peut être, si c'est mal pris, ça peut être une faiblesse, avec l'impression que justement, comme on est super bon en sécurité, on maîtrise tout, y compris la sécurité numérique. Donc tout l'enjeu d'aujourd'hui, ça fait quand même quelques années maintenant, c'est de bien transposer les notions de sécurité au secteur numérique. C'est de le faire par domaine de compétences, donc faire des avions qui soient sûrs, donc de plus en plus numérisés, donc de plus en plus attaquables, donc de plus en plus sûrs, et de plus en plus pensés en termes de sécurité numérique, de faire en sorte qu'il n'y a pas que les avions, il y a tout ce qui est contrôle aérien, il y a l'environnement de sécurité qu'on peut avoir dans les aéroports, par exemple, qui est normalement, vous le savez, extrêmement complexe, et c'est également complexe dans le domaine numérique. Et donc tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que les différents acteurs soient impliqués sur les questions de sécurité numérique en propre. Donc c'est ça la mutation qu'on a observée depuis quelques années, avec une vraie implication. Et tout l'enjeu qu'on a maintenant depuis 2-3 ans, pour peut-être un peu plus, mais enfin, où ça bouge beaucoup depuis 2-3 ans, c'est de faire en sorte que ces différents acteurs soient globalement sécurisés entre eux. Parce que les attaquants, ils ne sont pas fous, ils vont là où c'est le plus facile. Et en général, le plus simple, c'est aux interfaces. Donc, on fait un avion super sûr, on le file à une compagnie aérienne qui va l'opérer de manière super sûre, ainsi de suite, mais à un moment, il y a une interface. Quand l'avion il arrive au sol, il arrive en maintenance, il arrive... Voilà, je ne suis pas du tout un expert, mais vous voyez tout à fait ce que je veux dire. Là, on peut avoir des points de faiblesse. Donc tout l'enjeu, c'est de faire fonctionner tous ces acteurs ensemble pour éviter qu'il y ait des trous dans la raquette. On a fait un truc vraiment pas mal, je pense, en France, depuis plus d'1 an maintenant. C'est la mise en place d'un conseil cyber du transport aérien. C'est quoi en pratique ? C'est des réunions, hein, on n'a pas inventé mieux, mais des réunions où on va retrouver l'ensemble des acteurs représentés. Ceux qui font des avions, ceux qui les pilotent, ceux qui opèrent les aéroports et ainsi de suite, et qui justement font une analyse de risque, et ça c'est la première fois, font une analyse de risque commune. Et justement, ce que cette analyse de risque, qui est assez complexe, objectivement, fait apparaître, c'est que les points de faiblesse d'aujourd'hui, pas forcément réalisés d'ailleurs, mais l'idée c'est bien d'anticiper les problèmes avant qu'ils se produisent, parce qu'on est typiquement dans un domaine où on ne peut pas se permettre les problèmes les plus graves, eh bien, d'identifier les points de faiblesse. Donc ce conseil cyber, présidé par la DGAC, ce qui à mon avis est de bon goût, avec la présence des différents services de l'État concernés, le Minarm y est, le Minint y est, j'y suis également. L'idée, c'est vraiment de partager ensemble la perception du risque, l'analyse et ensuite les solutions. Parce que le but, évidemment, c'est pas de faire un constat et puis de se dire, mince, on n'est pas bien. C'est bien d'avoir des solutions, de voir comment est-ce qu'on peut les résoudre au niveau national, mais vous voyez venir, évidemment à l'échelle internationale également, puisque voilà, après, il faut aller en parler à l'échelle européenne, il faut pousser nos idées parfois à l'échelle européenne, il faut en parler à l'échelle mondiale, de manière à faire en sorte que ce soit l'ensemble de l'écosystème qui soit bien sécurisé. Pour répondre quand même, et pas donner l'impression d'éviter la question sur sur les menaces, les attaques que l'on voit aujourd'hui,
j'ai une grosse inquiétude sur la sous-traitance. Sur le fait qu'on est sur des écosystèmes extrêmement complexes. Et sincèrement, quand on travaille avec les grands acteurs, aujourd'hui, ça se passe très bien. Il y a une vraie prise en compte, il y a des moyens considérables qui sont mis, il y a un effort considérable qui, à mon avis, est au bon niveau par rapport à la menace, même si cette menace est très élevée. Par contre, parmi les prestataires qui sont très nombreux, notamment dans le domaine numérique, notamment dans le domaine de l'ingénierie, ces prestataires, ce sont des ETI, très souvent. Ce ne sont pas des experts en cybersécurité, ils n'ont pas vocation à le devenir. Et sur le lot, eh bien, il y en a toujours qui ne sont pas au bon niveau de sécurité. Et les attaquants, ils l'ont compris. Et très souvent, pour toucher l'acteur final qui intéresse, eh bien, l'idée, plutôt que de l'attaquer en frontal, comme c'était le cas il y a encore quelques années, c'est de passer par ces prestataires. Et on finit toujours par en trouver un qui n'a pas le bon niveau de sécurité. Donc il y a tout un enjeu d'écosystème, de faire en sorte que tout ça soit protégé globalement. Et ça, évidemment, c'est compliqué. Et c'est à ce niveau-là qu'on observe des attaques aujourd'hui, dont la finalité est encore une finalité d'espionnage. C'est grave, mais il n'y a pas vraiment de vie humaine en jeu. Ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est qu'au-delà de l'espionnage, qui est déjà un phénomène très grave avec un impact économique qui peut être monstrueux, ça devienne un enjeu vraiment de sûreté des vols. Donc c'est vraiment à ça qu'on travaille collectivement. Mais une fois encore, cet écosystème français qui commence à faire des émules en Europe, je le trouve extrêmement constructif, efficace. Et le secteur aérien est probablement un des secteurs les plus matures en France dans ce domaine-là. En tout cas, parmi les secteurs où il y a autant d'acteurs aussi différents qu'il faut être capable de bien interconnecter, c'est probablement un secteur qui va faire référence dans les années à venir. Général, vous êtes confronté à un défi, vous êtes en train de mettre en place une armée de cyberattaquants. Je crois que vous devez en recruter plus de 1000 d'ici à horizon 2025. Est-ce que c'est difficile de trouver ces profils, de former ces personnes ? Comment vous faites ? Alors en effet, c'est un véritable défi, hein, mais ce défi, il est à la hauteur des enjeux. On a évoqué tout à l'heure des enjeux de souveraineté, de liberté d'action. Donc pour le ministère des Armées, c'est véritablement essentiel parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, hein, les cyberattaques, c'est pas seulement sur les systèmes d'information, mais c'est sur les systèmes d'armes eux-mêmes, quoi, en fait, hein. Donc véritablement des enjeux très forts. D'où cet effort important d'identifier 1000 cybercombattants supplémentaires. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que ces cybercombattants, finalement, c'est un ensemble de compétences. Ce sont des compétences techniques, bien évidemment, mais en fait, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on ne défend pas tellement un système d'information en tant que tel. On défend l'activité derrière ce système d'information et on a besoin de savoir ceux qui nous attaquent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, dans quel objectif. Donc on est vraiment dans une posture très opérationnelle. Donc en fait, cette technique, cette technologie, elle est utilisée dans un mode attaque-défense très, très opérationnel. Donc on a des profils particuliers. On a besoin aussi de profils par rapport à cette analyse de la menace, caractérisation de la menace, essayer de comprendre. Et là, on est un petit peu justement dans ce qu'on appelle le cycle du renseignement. Voilà, on veut comprendre un contexte, on veut analyser quelque chose, on a besoin de bases de données, on a besoin de corréler toutes ces informations. Donc on a besoin aussi de ces profils. Donc en fait, ce ne sont pas que j'allais dire, des bacs plus 5 en informatique dont nous avons besoin, c'est une variété de profils. Et c'est pareil, on a besoin aussi d'opérateurs dans des stocks qui sont derrière des consoles et qui vont réagir et appliquer des checklists. Donc on n'a pas forcément besoin de bac plus 5, bac plus 2, bac plus 3, dans certains domaines peuvent être suffisants. Donc après, évidemment, on se retrouve en concurrence avec le monde civil, avec des entreprises qui elles aussi sont confrontées à des enjeux forts par rapport à l'activité et qui ont peut-être cette possibilité que nous avons moins de proposer des salaires très importants. Alors nous, justement, ce que l'on propose, déjà, c'est du sens. C'est une implication au profit de la nation. Ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes et de moins jeunes cherchent du sens. Et un certain nombre de personnes finalement qui viennent d'entreprises ont envie de retrouver ce sens finalement, plutôt que de faire simplement du business et du cash, ils veulent retrouver du sens. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui attire. Deuxièmement, ce qui attire aussi beaucoup, c'est la lutte informatique offensive. Aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir le faire. Même si après certains vont dire des tests d'intrusion, cadrer, tout ça, c'est un petit peu ça, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous on fait en termes d'échelle et de possibilités et d'impact. Donc ça aussi c'est quelque chose qui attire beaucoup. Et puis après c'est la diversité des métiers, justement on peut passer de la protection à la défense, à l'offensif, il y a beaucoup de choses. C'est la capacité de notre institution à fournir de la formation très régulièrement
en continu. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi. Typiquement, on peut rentrer avec un bac+2 dans notre institution et sortir avec un bac+5, et après, justement, pouvoir rebondir dans une entreprise et à ce moment-là, peut-être avoir une rémunération plus importante, même si on peut perdre un petit peu cet état d'esprit et très, très, très opérationnel que nous avons. Donc voilà, donc tout ça, tous ces éléments-là font que, certes, c'est un défi très important, mais on se met en posture justement de pouvoir recruter. On est présent. Il y a des organismes de recrutement dans les armées pour recruter des militaires ou des civils. Et bien, le Comcyber paye de sa personne, enfin Comcyber en tant qu'entité, et on va dans ces forums, dans ces salons, à la rencontre, raconter notre quotidien avec les uns et les autres pour pouvoir justement attirer du monde et recruter. Donc, c'est pas évident. Mais on se met en posture pour pouvoir le faire et on a de bonnes espérances de pouvoir réussir à le faire. Mais là, c'est pareil aussi, on ne va pas le faire dans l'absolu et contre les autres. On va le faire avec les autres et dans un processus plus global où finalement, au contact des écoles, on va aider des jeunes justement peut-être en finançant la fin de leurs études, en proposant des sujets de thèse. Après, ils vont venir chez nous, après, ils vont partir dans l'entreprise, ils vont aller à l'ANSSI, ils vont revenir. Et voilà. Donc, on est en train de dynamiser les structures administratives pour faciliter ces allées et venues de façon à pouvoir justement recruter, fidéliser, faciliter une reconversion pour pouvoir justement bénéficier d'expertise et du dynamisme dont nous avons besoin pendant une période de temps déterminée. Très bien, écoutez, merci à tous. Malheureusement, on est un peu pris par le temps, donc on va devoir s'arrêter. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci. Merci à tous.